Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct spécial Journée de l'économie. Je suis avec Jean Pisani-Ferry, grand habitué des Journées de l'économie. On ne vous présente pas, quand même, juste en deux mots, vous avez été le grand économiste d'Emmanuel Macron, c'est vous qui avez bâti son programme économique et vous avez repris les activités plus universitaires aujourd'hui, je crois, à la RT School de gouvernance de Berlin et puis à Sciences Po Paris. Vous sortez d'une conférence, fallait-il faire l'euro ? Alors j'ai été assez surpris dans la présentation de la conférence. C'est un vrai réquisitoire contre l'euro, parce que la présentation rappelle que, contrairement au discours lénifiant des économistes européens, les économistes britanniques estimaient à l'époque que l'euro allait conduire à l'apparition de plusieurs pôles divergents en Europe, que ça allait être un échec, que ça n'allait laisser comme variable d'ajustement que la dévaluation interne, des dévaluations internes impopulaires. Bon, finalement, c'est les économistes britanniques qui avaient raison. Les économistes britanniques et surtout américains, c'est surtout les Américains qui ont travaillé sur l'euro au moment de sa création et ils nous avaient mis en garde sur un certain nombre de points. Et ces mises en garde étaient sur un certain nombre de points justifiés. Alors elles étaient peut-être inspirées de l'idée que comme ça n'était pas exactement construit comme était construit l'Union monétaire américaine, ça n'allait pas marcher. Ils avaient un modèle en fait. Et donc la question qu'ils posaient systématiquement, c'était est-ce que ça fonctionne comme fonctionne le modèle américain entre les différents États, en disant les pays de la zone euro, c'est l'équivalent des États américains. Voilà ce qui se passe aux États-Unis, voilà comment ça fonctionne, est-ce que ça va fonctionner pareil en Europe? Et la réponse qu'ils nous donnaient, c'est ça ne peut pas fonctionner pareil sur un certain nombre de points. Par exemple, il y a beaucoup moins de mobilité du travail. Par exemple, il n'y a pas de budget fédéral. Par exemple, il n'y a pas d'éléments communs sur l'assurance chômage, etc. Voilà. Donc ils nous avaient mis en garde sur un certain nombre de faiblesses de la construction de l'euro. Et sur un certain nombre de points, ils avaient raison. On a sous-estimé les difficultés et la crise, on a quand même vécu une crise qui a été longue, qui a été très dure, qui montre bien qu'on avait effectivement sous-estimé un certain nombre de difficultés et qu'il y avait en plus des éléments que, y compris ces économistes, n'avaient pas vus. Et qui se sont déchaînés au moment de la crise. La force de la crise bancaire, la liaison, ce qu'on appelait la liaison fatale entre crise des États et crise des banques, tout ça, c'était des faiblesses. On avait sous-estimé la puissance de la finance. Ce sont été des éléments qui nous ont coûté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'euro aux orties. Ça veut dire qu'il faut apprendre de ses erreurs. On a commencé à le faire. Et qu'il faut considérer que c'est une construction difficile, parce que c'est une construction sans équivalent. Le gros échec, c'est que l'euro avait été imaginé pour faire converger les économies européennes et que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir une monnaie économique pour avoir des économies qui se rapprochent. Oui, alors ça ne suffit pas. Je crois qu'on le savait. Je crois que ça fait partie des choses sur lesquelles on nous avait mis en garde assez explicitement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au moment où on a fait l'euro, les différents gouvernements ont eu un peu tous la même réaction. Bon, maintenant c'est fait. La monnaie a été déléguée à la Banque Centrale Européenne. On n'a plus à s'en occuper. Et en fait, ça, c'était une grave erreur. C'est plus une erreur de comportement qu'une erreur de conception. C'était l'erreur de considérer que, au fond, les économies allaient converger naturellement. Non, il fallait faire attention à prévenir les forces de divergence qui tenaient à des évolutions de salaire et de prix qui étaient différentes, au fait de la faiblesse des mécanismes de rappel. Il y avait cet ensemble de facteurs qui ont joué et sur lesquels les gouvernements se sont montrés, et l'Union européenne elle-même se sont montrés trop négligents. Alors dans une autre conférence, vous regardez les 10 années écoulées pour regarder les leçons à tirer pour l'avenir. Vous tirez notamment la conclusion que les États-Unis, qui avaient provoqué la crise financière de ces dernières années, s'en sont mieux tirés que nous. Quelles leçons il y a à en tirer? Il y a un lien avec l'euro, justement? Alors, c'est une économie qui est plus... il y a un certain nombre de facteurs qui ne tiennent pas à l'euro. Il y a des mécanismes, c'est une économie qui est de manière générale plus résiliente, qui a plus de capacité de rebond. Il y a eu aussi une capacité à traiter la crise bancaire très tôt aux États-Unis. Il faut se rappeler que dès mai 2009, les États-Unis ont mis derrière eux la crise bancaire. Nous, on a été pendant une longue période dans un déni. On a dit il n'y a pas de problème bancaire. Quand Christine Lagarde a dit en 2011, est arrivée au FMI, il y a un problème bancaire en Europe, tout le monde lui est tombé sur le dos, en lui disant c'est pas vrai, il n'y a pas de problème, etc. Après, on a découvert le problème espagnol, on a découvert le problème italien, on a découvert toute une série de problèmes qu'on avait cachés.
Donc je crois que ça a été des erreurs qu'ont faites les gouvernements à ce moment-là, qui n'ont pas voulu regarder la réalité en face. Maintenant, c'est vrai aussi que le caractère inachevé de l'euro, incomplet, a rendu la résolution de cette crise plus difficile. Et lorsque s'est manifestée cette interdépendance entre les banques et les États, entre les faiblesses des banques et les faiblesses des États, là on a découvert une faiblesse systémique de l'euro, une vulnérabilité systémique de l'euro qu'on n'avait pas bien diagnostiquée auparavant. Alors on va dire au revoir aux téléspectateurs de TLM et leur dire que l'entretien continue sur le site lyoncapital.fr. Jean Pisani-Ferry, toujours avec vous. Dans les autres grands chambardements de ces 10 dernières années, il y a eu la révolution numérique et ce qu'elle entraîne comme réforme nécessaire. En particulier, on pense au marché du travail, à l'assurance chômage. Là, on se prépare une grosse réforme que vous avez un peu préparée dans le programme d'Emmanuel Macron. Concrètement, on a le sentiment que ça va être compliqué à mettre en œuvre puisqu'il s'agit de faire un chômage pour tout le monde. Finalement, il ne faudrait pas que ça se transforme en statut des intermittents pour tout le monde puisqu'on n'arriverait pas à le financer. Bien sûr, c'est difficile. Et puis, le fait d'ouvrir aux démissionnaires l'accès à l'assurance chômage, ça peut donner lieu à des abus, donc il faut y faire attention aussi. Mais je crois que l'idée de dire, au fond, on va dans une économie dans laquelle les statuts, et dans une société dans laquelle les statuts sont de moins en moins différenciés, c'est-à-dire qu'on n'est pas toute sa vie, en tout cas, soit salarié, soit indépendant, et même au même moment, on peut être en partie salarié, en partie indépendant. Il y a des formes de travail indépendant qui sont intermédiaires entre le travail indépendant traditionnel et le travail salarié traditionnel. Je pense notamment à tout le travail sur plateforme. Et donc il faut commencer à construire les éléments de la protection sociale de la nouvelle économie numérique. Je pense que ça, c'est une grande ambition pour tous les pays. D'ailleurs, tous les pays réfléchissent. Tout le monde se pose la question de savoir comment traiter ces nouvelles formes de travail. Et donc l'idée d'aller vers plus d'universalisation des droits, plus de protection des gens qui sont dans ces statuts intermédiaires, je pense que c'est une réponse qui se construit, et c'est une réponse qui est vraiment très adéquate à la transformation qu'on est en train de connaître. Et l'idée, c'est comme pour les retraites, d'avoir un système unique qui émerge, les mêmes droits un peu pour tout le monde, quel que soit le statut de travailleur? Alors, c'est jamais tout à fait les mêmes droits, c'est jamais exactement la même chose, parce que l'acquisition des droits, c'est pas la même chose. Mais l'idée, c'est d'avoir des règles qui sont autant que possible, des règles uniformes, des règles qui sont basées sur les mêmes principes, en tout cas. Donc, la même chose pour les retraites. Finalement, la retraite, c'est quoi? La réforme des retraites, c'est de dire, hier, on faisait sa carrière soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, soit dans tel ou tel secteur particulier de type ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Et au fond, on avait une carrière qui se déroulait à l'intérieur de ce régime. Et il y avait peu de mobilité entre les régimes. Aujourd'hui, les gens changent beaucoup plus. Et il faut s'assurer que les régimes de retraite, ce n'est pas un obstacle à la mobilité professionnelle. Donc on peut commencer sa vie professionnelle comme indépendant, la terminer comme salarié. On peut la commencer dans le public, la terminer dans le privé ou réciproquement. Et il faut que les règles ce soient les mêmes pour tous et que du coup la forme d'acquisition des droits, le mode d'acquisition des droits soit le même pour tous. C'est une question de mobilité, c'est aussi une question de justice. C'est aussi une question du sentiment des Français et le sentiment fondé qu'ils sont tous traités de la même manière. Je pense que c'est très important par rapport au sentiment d'inégalité qu'il peut y avoir. Tous traités de la même manière, mais pour qu'on garde un équilibre financier, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gagnants et aussi beaucoup de perdants. Est-ce que c'est une réforme qui est facile à faire passer? Oui, il y aura évidemment des gagnants et des perdants. Je pense que cette réforme, elle devrait se faire sans changement des grands paramètres financiers, c'est-à-dire sans qu'il y ait gain ou perte pour l'équilibre du régime de retraite. C'est-à-dire que ça s'équilibre entre gagnants et perdants. Il ne s'agit pas de faire des économies au passage. Maintenant, la raison pour laquelle on peut l'envisager, c'est que si on regarde dans l'ensemble, et contrairement à une perception assez forte, les retraites dans le secteur privé et dans le secteur public, il n'y en a pas une qui est beaucoup plus généreuse que l'autre. Alors, il y a des situations individuelles, il y a des situations de mobilité, il y a des tas de choses comme ça, mais il n'y a pas une inégalité fondamentale entre les deux qui rendrait le fait d'uniformiser les règles c'est pas la perception qu'en ont les Français. C'est pas la perception, mais quand on fait les calculs,
Oui, oui, mais quand on fait les calculs soigneusement, parce que les agents publics, finalement, ils ont des règles qui sont paraissent beaucoup plus favorables, mais par exemple, leurs primes ne sont pas prises en compte, tandis que l'ensemble de la rémunération est pris en compte pour les salariés du privé. Donc il y a des éléments dans les deux sens qui jouent, et quand on fait l'équilibre d'ensemble, il n'y a pas un régime qui est beaucoup plus favorable que l'autre. Donc on peut trouver. Bah, par contre, il y a des situations un peu Alors ensuite, il y a des tas de situations individuelles. Oui, mais ces situations individuelles, il y en a qui sont, si vous voulez, c'est pas normal que dans certaines situations, dans certaines trajectoires de carrière, on crée des pertes terribles pour des gens sans aucune raison. Ça, c'est pas possible. Ou des gains qui sont un peu des gains à la loterie. Parce que vous êtes passé par les bonnes cases au bon moment et que le mode de calcul fait qu'un peu par hasard, vous avez une situation plus ou moins favorable. Le sentiment aujourd'hui, c'est que quand on passe d'un statut à un autre, quand on a une carrière comme ça qui est plus heurtée, eh ben on a de manière un peu aléatoire des gains ou des pertes. L'idée, ça va être de valoriser les gagnants de la réforme. Et puis aussi de donner beaucoup plus de lisibilité. C'est-à-dire que moi, je pense que dans un régime de retraite, dans une société qui fonctionne bien, les gens doivent savoir comprendre très clairement comment ils calculent leur retraite. Ils doivent savoir, autant que possible, au moment où ils entrent dans la vie active, à quel âge ils vont en sortir, et à peu près, en fonction de leur évolution de leur carrière, comment sera calculée leur retraite. Et ils doivent, au fur et à mesure de leur progression dans la vie active, avoir de plus en plus de prévisibilité sur leur retraite future. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que les règles sont compliquées, parce qu'elles sont très compliquées quand on change, et puis parce qu'on change régulièrement les règles. On fait des réformes des retraites régulièrement qui font que les jeunes, aujourd'hui, pensent qu'ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont avoir comme retraite quand ils vont cesser leur activité. Et ils anticipent souvent qu'ils auront une retraite très très faible. Donc l'objectif, c'est une grande réforme et qui ne bouge plus pendant 40 ans. Alors, il y a de l'incertitude, on ne peut jamais dire ça ne bouge plus pendant 40 ans, ça c'est excessif. Mais on peut faire tout ce qu'on peut pour créer de la stabilité sur 40 ans. C'est ce qu'on fait à un certain nombre de pays. Ça a l'air complètement utopique parce que nous, on change tous les 5 ans. Mais il y a des pays qui ont fait ça. Les États-Unis ont fait ça, la Suède ont fait ça. La plupart des pays tendent à faire ça. Ont des horizons beaucoup plus longs. Alors, autre débat auquel vous participez, c'est faut-il baisser les dépenses publiques ? J'ai vu que dans la présentation de la conférence, était posée la question de est-ce que même ces indicateurs de dépenses publiques ont véritablement un sens, baisser la part de PIB en dépenses publiques. C'est vrai que quand on regarde la santé, par exemple, on voit que les Américains, qui sont réputés dépenser moins d'argent public que les Français, dépensent en réalité beaucoup plus en matière de santé. Ils dépensent beaucoup plus d'argent privé. Parce qu'aux États-Unis, la santé coûte beaucoup plus cher. Mais la santé, c'est largement un système privé. C'était tout le débat sur l'Obamacare, etc. C'est un système très inefficace, le système américain d'assurance santé. Et c'est beaucoup plus efficace d'avoir un système d'assurance universelle, parce que c'est un système dans lequel on mutualise les risques. Au fond, le risque de maladie, le risque d'accident, le risque d'évolution défavorable au vieillissement qu'ont chacun d'entre nous, ce sont des risques individuels qui ne sont pas égaux. Mais notre conception de la justice, c'est que l'assurance santé doit nous couvrir tous de la même manière, même si certains ont présentent des risques plus importants. Parce qu'on n'est pas responsable, en tout cas des risques liés à son patrimoine génétique, ou à des accidents de la vie, du travail, etc. Donc d'avoir un système qui est un système universel, c'est un meilleur système. C'est simple. Mais c'est de l'argent public, du coup. Mais c'est de l'argent public. Mais ça, je pense qu'il ne faut pas le regretter. Il ne faut pas regretter dans le niveau de dépenses publiques. Nous avons le niveau de dépenses publiques le plus élevé, probablement, de tous les pays avancés. Je dis probablement parce que les statistiques sont toujours on peut toujours discuter sur tel ou tel point des statistiques. Mais enfin, il n'y a aucun doute que nous sommes un des pays où les dépenses publiques sont les plus élevées. Bon. Là-dedans, il y a des choses qui sont parfaitement... qui correspondent à des choix collectifs qu'on a faits, qu'on n'a pas de raison de remettre en cause, qui sont typiquement que notre système de santé est un système public, que notre système de retraite est essentiellement un système public, que notre système d'éducation est un système qui est financé par le public. Donc ça, c'est très bien, ce sont des choix collectifs. Bon. On peut décider pour telle ou telle raison qu'on veut autrement. Moi, je ne pense pas. Mais pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est pas le fait que les dépenses publiques soient élevées, ce n'est pas, de ce point de vue-là, un critère.
En revanche, ce qui est un critère, c'est le fait que sur un certain nombre de points, on dépense plus pour un résultat qui est moins bon. Alors l'exemple qui est dans l'actualité, c'est le logement. Le logement, on dépense plus que les autres pour le logement. Et on n'a pas l'impression que le logement, ça fonctionne mieux qu'ailleurs. Alors pourtant qu'on n'est pas un pays beaucoup plus dense que les autres pays européens. Sur l'emploi, on dépense beaucoup pour des résultats qui ne sont pas très bons. Sur les aides aux entreprises, en forme de crédit d'impôt, en forme de subvention, sur les aides à l'innovation, on dépense beaucoup, et pas forcément non plus pour des résultats qui sont meilleurs. Par exemple, l'Allemagne n'a pas de crédit d'impôt recherche. Donc on a une série d'exemples sur lesquels on peut dire, ben voilà, là on a, là je parle de dépenses qui tiennent à des politiques publiques, on a un niveau de dépenses élevé pour des résultats qui ne sont pas très satisfaisants. Et puis il y a l'efficacité de la sphère publique elle-même. Donc dans quel domaine est-ce qu'on n'a pas des redondances entre services? Est-ce qu'on n'a pas des meilleures manières de gérer les effectifs publics? Je vais prendre un exemple. Si France Stratégie a publié récemment une étude sur les effectifs dans les collèges. Ils ont regardé simplement la dispersion des effectifs de ratio professeurs sur élèves dans les différents collèges. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a des collèges dans lesquels on veut avoir plus de professeurs par élève, qui sont soit des collèges liés, dans lesquels les enfants sont en situation socialement difficile, donc il faut faire un effort supplémentaire, soit des collèges qui sont en zone rurale, parce que là, évidemment, on comprend que les effectifs sont moins nombreux, donc le ratio de professeurs sur élèves est plus élevé. Mais quand on regarde la dispersion des effectifs, on s'aperçoit qu'il y a des tas de collèges dans lesquels, qui sont ni dans une situation socialement défavorisés, ni qui sont en zone rurale, mais qui sont très bien dotés en enseignants. Mais là, ce n'est pas une bonne gestion des effectifs d'enseignants. C'est-à-dire que ces effectifs d'enseignants, ils devraient se trouver ailleurs, et on aurait plus d'efficacité, ou on devrait avoir moins d'effectifs d'enseignants, si on considère qu'il faudrait avoir des effectifs supplémentaires que dans ces deux situations que j'ai données. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, dans lesquels il faut s'interroger sur l'efficacité de la gestion publique. L'idée, c'est mieux dépenser, c'est pas forcément moins dépenser. Est-ce qu'il y a une vertu à moins dépenser? C'est-à-dire que c'est un choix social. Dans des pays dans lesquels il y a un consentement pour un niveau d'imposition élevé, il n'y a pas de difficulté. Sauf que je n'ai pas l'impression qu'on a un consentement sur le niveau de prélèvement qui corresponde à notre niveau de prélèvement. Et c'est pour ça qu'on a régulièrement une situation de finances publiques qui n'est pas équilibrée. Parce qu'on a un appétit pour la dépense publique qui excède notre consentement à l'impôt. Et donc il faudra baisser la dépense publique. Donc je pense que l'ajustement, il doit se faire. Oui, il doit se faire. Et puis je pense qu'il faut effectivement l'efficacité, la recherche de l'efficacité. C'est quelque chose qui s'impose, qui doit s'imposer à la sphère publique, comme ça s'impose à d'autres secteurs. Ça ne doit pas être un gros mot dans la sphère publique. Il faut que cet argent public, cette ressource publique, on l'utilise de la manière la plus efficace. Et ça peut être d'augmenter les dépenses dans certains domaines. On a aussi une caractéristique en France, c'est que l'inertie de l'affectation des dépenses, elle est particulièrement grande. C'est-à-dire que si vous regardez d'une année à l'autre, est-ce qu'on change la structure de la dépense? On la change très peu. Beaucoup de pays qui la changent plus que nous, qui décident à un moment qu'ils vont faire plus dans tel domaine et moins dans tel autre. Et nous, ce n'est pas le cas. Nous, d'une année à l'autre, ça se reproduit presque à l'identique. Jean Pisani-Ferry, merci. On a largement joué les prolongations sur ce débat. Et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle émission de l'Autre Direct.